Bonjour à tous, bienvenue au Conservatoire du Littoral. Bonjour à toutes les classes, tous les enfants. Bonjour aux maîtres et aux maîtresses qui se sont inscrits pour suivre cette émission en direct. Donc on est reçus dans les locaux du Conservatoire du Littoral et je suis super bien accompagnée pour vous faire cette émission pendant 1 heure et demie. Alors, j'ai trois messieurs qui sont là. Donc je vous présente Pascal Bietta. Alors lui, il est garde du littoral dans le sud de la France, plus exactement à Théouches-sur-Mer, à côté de Cannes, on va dire. Et Pascal a une particularité, c'est qu'il passe la moitié de sa vie sous l'eau. Il plonge et il va travailler sous l'eau. À côté de Pascal, j'ai Alain Frétet. Alors Alain Bonjour. Frétet, c'est un tout à fait différent. C'est un paysagiste. Il a toujours un carnet de croquis qu'il a emmené aujourd'hui, bien entendu. Ah. Il passe son temps à dessiner les paysages, à refaire des paysages. Il va vous expliquer ça, c'est assez magique. Quant à Philippe Caruel, alors lui, il n'est pas sous l'eau, il dessine pas les paysages, mais il passe son temps, la tête dans les nuages, enfin pas tout à fait dans les nuages, à regarder le ciel et à regarder les oiseaux. Donc il vous promet, je lui ai fait promettre de vous siffler un petit air, donc il sait vous imiter tous les oiseaux. En tout cas, il suffit qu'il soit dans un jardin, dans la nature, n'importe où, qu'il entende le chant d'un oiseau, il peut vous dire exactement ce que c'est comme animal. Donc c'est assez fascinant, je l'ai déjà vu sur le terrain, c'est un truc de fou. Alors, pendant toute cette émission, vous allez pouvoir poser des questions. Donc, sur la partie qui se trouve à droite de l'ordinateur, vous allez pouvoir poser des questions qui vont nous être envoyées. Et dans la salle, vous ne la voyez pas, mais il y a Florence qui va pouvoir recevoir toutes les questions et me les renvoyer pour que je puisse les poser à ces trois personnages qui se trouvent à côté de moi. Alors, je vous rappelle le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la nature pour s'émerveiller. Alors, ce titre, il nous est venu, il m'est venu surtout dicté par Philippe, qui parlait absolument de l'importance de s'émerveiller quand on parle de la nature, que c'était important de pouvoir s'émerveiller et on va revenir beaucoup là-dessus. Donc, voilà, tout simplement, on va savoir où on va avec cet émerveillement. Alors, on va commencer tout simplement. Pour préparer cette émission, j'ai rencontré beaucoup de gardes du littoral, plus particulièrement en Bretagne, mais voilà, parce que c'était pas très loin de chez moi en fait. Et je leur ai posé une question toute simple que je vous pose aussi à vous. Je leur ai demandé qu'est-ce que la nature pour vous? La question paraît simple, mais elle n'est pas tant que ça. Elle est assez compliquée. Alors moi, je vous pose la question. Vous pouvez commencer à nous répondre sur qu'est-ce que la nature pour vous. Et pendant ce temps-là, je vous propose de regarder une première vidéo. La nature, pour moi, c'est finalement tout ce qui nous entoure au quotidien. Dès que finalement on est en extérieur, qu'on sort d'un bâtiment, d'une maison, de chez soi, on est dans la nature. Alors ce qui me fascine, je pense, le plus, je crois en tout cas dans la nature, c'est l'accumulation et la combinaison de tout un tas de facteurs en équilibre. Une météo particulière va conditionner une végétation particulière. Cet habitat naturel, donc une fois créé, va lui-même accueillir une biodiversité particulière, des espèces animales, des espèces végétales. Et en fait, rien n'est fait au hasard. Quand on cherche à décrypter l'organisation et la création d'un espace naturel, il y a plein de choses en fait qui paraissent évidentes, logiques, mais qu'il faut pouvoir aller détecter par la curiosité. Alors, la nature pour moi, peut être un espace de liberté, un espace pour les oiseaux, les fleurs, les papillons, la faune et la flore. Un espace où il n'y a pas forcément de traces de l'occupation de l'homme, de bâtiments, un espace pur, libre, vierge peut-être aussi de traces d'occupation. Voilà, un espace où on peut se ressourcer, où on peut admirer un soleil qui se lève, un soleil qui se couche, écouter les oiseaux, éventuellement, les chants, regarder les étoiles, c'est important de ne pas avoir de lumière la nuit. Voilà, vraiment un espace où pour une fois il n'y aurait pas forcément l'homme dedans. Alors la nature, c'est celle qui se voit, mais celle qui ne se voit pas aussi. Et on a un parfait exemple à l'abbaye. Donc celle qui peut se cacher dans les murs ou qui est un peu plus discrète. Et c'est celle qui m'intéresse, moi. C'est celle qu'on prend le temps d'observer. Donc c'est aussi
tout ça qui, pour moi, fait la nature. C'est la biodiversité, c'est le nombre d'espèces différentes qui sont en interaction. Pour moi, la nature, elle est principalement sauvage. Là, en fait, elle s'est adaptée justement à ce que l'homme a créé. Et d'autant plus qu'ici, à chaque fois qu'il y a eu des reconstructions, on a toujours voulu réintégrer les oiseaux ou les animaux. Pour moi, c'est tout ce qui rassemble les êtres vivants, quelle que soit leur forme. Et on a donc dans la nature des choses très très variées, très très diversifiées, ce qu'on appelle la biodiversité notamment. Donc pour moi, la nature, c'est ça, et c'est compris dans des espaces qu'on appelle du coup des espaces naturels, qui peuvent être protégés ou pas, mais voilà pour ce que c'est pour moi la nature. La nature, c'est une vaste question. Je pense que c'est avant tout des perceptions, la nature. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'émerveillement. C'est un fonctionnement global, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas souvent à comprendre en entier, mais c'est quelque chose qui nous émerveille. Le point d'accroche pour moi, ça va être ça. Le contraire de la nature, pour moi, on pourrait penser aux villes tout de suite, mais c'est pas forcément vrai parce que des fois il y a pas mal de nature en ville, elle est un petit peu différente. Pour moi, un petit opposé de la nature, c'est un territoire qu'on va appeler un peu trop anthropisé, donc un territoire qui est un peu trop modelé par l'homme, où il n'y a plus trop d'arbres, où c'est des champs à perte de vue. Ça, pour moi, c'est plus vraiment la nature. Tout n'est pas modelé par l'homme et nous c'est un peu la chance qu'on a sur le grand site de Dunes Sauvages, c'est que les dunes c'est un milieu qu'on n'a pas exploité pendant très longtemps, on ne pouvait pas y faire d'agriculture, on ne pouvait pas non plus y faire de pâturage pour faire de l'élevage de bêtes, donc les humains sont très peu intéressés aux dunes avant l'avènement du tourisme, donc l'arrivée des vacances et des gens qui viennent dessus. Donc c'est un milieu qui est vraiment très conservé. Dans les dunes, il y a vraiment des plantes qui ont un peu toujours été là dans ce milieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a encore aujourd'hui et qui fait sa particularité. Alors voilà la question qu'ils ont eue en premier, toutes ces personnes, tous ces gardes qui travaillent en permanence sur des sites du Conservatoire du Littoral. Alors je vois que vous avez dit déjà plein de choses. On a des réponses. La nature, c'est beau. Pour nous, la nature, c'est la vie. C'est magnifique. Pour nous, dans la classe, la nature, c'est la faune, la flore, les forêts, l'eau. Bon, alors pour vous, messieurs, c'est quoi la nature? Vous qui travaillez tout le temps dans la nature, qui se lance en premier? Bon, allez, Pascal, c'est quoi pour toi? Moi, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien, que ça soit depuis que je suis tout petit, parce que j'ai eu une opportunité et la chance de vivre dans une maison forestière. Mon père était garde forestier à l'ONF, donc j'ai été au quotidien de cette nature. Je le suis aujourd'hui. Comme le titre l'indique, je suis émerveillé, passionné, curieux. C'est ça la nature, c'est mon quotidien. Superbe. Alors, Alain, pour toi, c'est quoi la nature? La nature, c'est quelque chose qui me fait du bien. En fait, dès que... des fois, je suis un peu morose, on n'est pas très bien. Je vais me balader dans la nature, alors surtout en bord de mer. Et là, d'un seul coup, tout va mieux, quoi. Et pourquoi ça me fait du bien? Je pense que d'abord, comme les élèves l'ont dit, parce qu'elle est belle. Et d'être confronté à la beauté, à l'harmonie, et de se dire, on a devant nous quelque chose qui est simple, qui ne dépend pas de l'homme, et qui provoque comme ça de la beauté, et bien ça nous ressource. Après, la nature, ça me fait du bien, mais elle va pas toujours très bien. On voit qu'il y a des oiseaux qui ont disparu, il y a moins d'insectes, il y a des sites, notamment avant que le conservatoire n'achète, qui sont un peu abîmés. Il y a des voitures partout, il y a des panneaux publicitaires, il y a des choses. Et donc, on essaye de faire en sorte, avec le conservatoire, que ça aille mieux, que cette nature soit belle pour tout le monde, qu'on puisse y accéder simplement, et qu'on puisse la découvrir avec beaucoup de plaisir et après d'aller mieux, quoi. En fait, on se dit des fois, la nature, elle devrait être remboursée par la sécurité sociale, en fait. Grâce à ça, on est sûr au moins que les gens, ils prennent moins de médoc et tout ça, et ils vont bien. Super. Et toi, Philippe? Pour moi, la nature, c'est une rencontre.
C'est une rencontre perpétuelle. C'est à chaque fois un paysage différent, un milieu différent, des espèces que l'on croise ou que l'on ne croise pas. Quand on est sur le terrain, on ne voit pas tout le temps des espèces, mais on sait qu'elles sont là. Et puis c'est perpétuellement la surprise. Quand je me lève le matin, je vais dans mon jardin. Globalement, je sais où sont mes radis, où sont mes salades. Et par contre, dès que et quand je sors dans la nature, j'ai toujours une surprise. C'est perpétuellement des surprises, que ce soit en me baladant personnellement ou quand je travaille au parc du Marcanterre, je vais toujours avoir un renard qui va passer, un oiseau rare ou un oiseau commun qui va avoir un comportement différent au niveau éthologie. Et puis c'est le partage, la nature. Quand je suis tout seul, je me retourne toujours derrière pour voir s'il n'y a pas quelqu'un pour partager cette observation, ce comportement. C'est une rencontre et un partage du vivant, de la vie au quotidien. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, vous répondez beaucoup. C'est beau. Il y a une classe de CP, CE1 magnifique qui dit la nature, c'est beau et mystérieux. C'est joli, hein. Réagissez à ce qu'il dit, c'est vraiment magnifique. Pour nous, la nature, ce sont les plantes, des arbres, un rocher ou bien des fleurs. Voilà. Ils sont super sensibles, les enfants, finalement, à la nature. La nature, c'est la vie, les êtres vivants pour respirer, pour permettre aux animaux de vivre. C'est la mer, un environnement vert. C'est joli, hein. Donc, vous partagez ça? Le mystère, c'est marrant, c'est joli d'avoir dit ça, c'est mystérieux. Oui, parce qu'on découvre dans un comportement, même des espèces communes, on a des comportements qu'on n'arrive pas à connaître, on voit des attitudes. Combien de fois sur le terrain, et encore récemment, là, de voir une attitude d'un oiseau, d'une espèce, me dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il fait Même encore aujourd'hui. Tous les jours. Ah oui, il y a toujours des choses que tu ne sais pas interpréter. En arrivant ici à Paris, il y avait la radio, un renard dans un camping qui piquait des boules de pétanque. Ah oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il amène assez petit? Est-ce qu'il croit qu'il a laissé des œufs? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il a un cerveau, il réfléchit. Les espèces réfléchissent sans arrêt, analysent. Et ça, c'est passionnant d'essayer de comprendre l'autre. Et en même temps, on prend une belle leçon d'humilité et puis on apprend en permanence. Le mystère, c'est vraiment très bien choisi pour ces enfants. Puis c'est vrai que dans un paysage plein de nature, un paysage naturel, il y a toujours des endroits où on ne va pas. Il y a toujours un bout de forêt, de boisement, derrière une falaise. Et ça, c'est le mystère. Ça, c'est les endroits où l'on ne va pas, les endroits où, finalement, c'est des animaux, des plantes qu'on va peut-être pas voir. Et ce mystère-là, il nous aide parce que quand on est en ville, on fait le tour de sa maison, on fait le tour du pâté de maison, on fait le tour de son jardin, comme ça. Ce mystère-là, il existe vraiment dans la nature. C'est vraiment quelque chose qui fonde l'esprit de nature. Alors Alain, j'ai l'impression que tu fais une différence entre un jardin, mais toi aussi, Philippe, entre un jardin et la nature. C'est quoi la différence pour vous? Alors, bien sûr, dans le jardin, il y a une présence de la nature, mais là, je suis aussi un peu déformé parce que je travaille beaucoup pour le Conservatoire du Littoral, qui travaille non pas sur des jardins, mais sur des sites naturels. Ça veut dire des grands espaces. Des grands espaces. Ouais. Donc il y a une plage, il y a un coteau, on voit la mer, il y a des falaises, il y a des dunes. Et tout ça, en fait, vit par soi-même. Les animaux qui sont là, la façon dont le sable va se déplacer, l'érosion, n'a pas besoin de l'homme pour exister. Donc il y a une autonomie de cette nature, elle se débrouille toute seule, quoi. Ouais, et quand on travaille, du coup, par exemple, sur le Cap Frêle, on a vu Stéphane, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et qu'on s'est dit, bon, là, on vient de casser un stationnement, et on va faire revenir la végétation. Et ben, on a décidé de ne rien faire. Vous avez laissé la nature se débrouiller. On a laissé la nature se débrouiller. Et elle s'est bien débrouillée. Oh là là. Aujourd'hui, il y a une lande qui est haute comme ça. On a laissé faire. Et ça vaut vraiment tous les efforts qu'on aurait pu déployer à essayer de planter. On a laissé faire. Et qu'est-ce qui est venu?
Ben, c'est des végétaux qui sont du coin, des végétaux qui ont été apportés par les oiseaux, par le vent, et cette biodiversité, en fait, on l'a pas perturbée parce que c'est vraiment les espèces là qui vivent là et on a besoin de garder ces espèces-là. Quand on vient planter avec des végétaux qui ont été élevés très très loin, on va perturber tout un milieu. Donc des fois, ben, même dans son jardin, laissez faire. Ouais. Bien sûr que tout de suite, ça fait pas un gros effet. Bien sûr qu'on n'a pas tout de suite un arbre qui est gros comme ça et qui fait de l'ombre. Non, mais qu'est-ce qu'on est heureux aussi de se dire ah, là, c'est la nature qui a décidé que ce chêne, il allait pousser là. Et si je le laisse pousser, bah, finalement, ça va être très beau. Ouais, Et super. il y a ce dialogue-là qui est là. Super. Et là, on n'est pas dans le jardin, on est dans vraiment la nature. Alors Pascal, toi, tu es sous l'eau. Alors, il faut vraiment que je vous explique. C'est-à-dire que Pascal travaille, vous allez le voir dans l'émission, sur une aire marine protégée à Théoul-sur-Mer. En plus, qui est une aire marine éducative, où les enfants, j'attends de voir quand d'ailleurs la classe de Madame Bossa vont réagir. Voilà. Et vous, toi, tu as la particularité de passer ton temps à plonger sous l'eau. Exactement. Et pour toi, tu partages ce qui vient d'être dit. C'est toujours mystérieux. Il y a toujours. Je partage totalement ce qui a été dit et abordé. C'est mystérieux, c'est passionnant. Il y a une curiosité. Et dans le cadre de mes fonctions, donc on est amené à s'immerger pour connaître déjà nos richesses, nos fonds marins, connaître notre terrain qui a été attribué au Conservatoire du littoral. Et on s'émerveille sur des petites choses anecdotiques. On a des poulpes, on a des castagnols, on a toute une biodiversité. Et je pourrais passer des heures et des heures, mais après je suis limité par rapport à mon bloc de plongée. C'est-à-dire ton oxygène. L'air dans la bouteille. On n'est pas sur des grands fonds aussi, mais ça ne serait-ce que par la découverte d'un sentier sous-marin, ou sous des bouées de plongée écologiques, eh ben on va voir un petit peu comment un poulpe se déplace, comment il fait pour se cacher, comment il arrive à épouser les fonds marins. Et on a des comportements, par curiosité, on se dit mais comment ils font, comment il y a des choses que je n'explique pas. Alors peut-être les scientifiques me l'expliqueront, mais moi avec mes yeux, ben, c'est tous les jours, dès que j'ai cette opportunité. C'est être amoureux, c'est amoureux de cette nature. Donc là, c'est sur la partie sous l'eau, mais aussi dans notre massif de l'Estérel, qui est dans la continuité de ces parcs marins. Alors explique ce que c'est que le massif de l'Estérel pour les enfants qui ne sont pas... Le massif de l'Estérel, c'est toute une forêt varoise, une forêt méditerranéenne, qui borde notre littoral sur des grands espaces. Et on se retrouve finalement très proche de Cannes, très proche de Mandelieu. Ouais, donc des espaces qui sont très urbanisés, surtout en ce moment, on a le Festival du film, on a des grands yachts dans la baie de Mandelieu, de Cannes, mais on n'a pas besoin d'aller bien loin. Hein. Et ça ne serait-ce que par la randonnée, par le vélo, on se retrouve dans des sites qui sont protégés, dans des espaces naturels sensibles. Et là, moi, il y a quelque chose chaque année qui m'émerveille, c'est sur la période du brame du cerf. Ouais. Voilà. Ah oui, tu vois ça là-bas. Ouais. Donc on commence à voir la nuit qui tombe vers 19h, 20h. Et là, vous êtes seul, il n'y a plus grand monde. Et là, on est face à la nature, on écoute, on est curieux. Et là, c'est du bonheur. C'est magique, là. C'est comme ça que je le vis, moi. Ouais, c'est magique. Bon, alors, on a une avalanche de questions, de trucs. Alors, je suppose qu'on a une réflexion de Maëline qui dit « Les oiseaux sont magnifiques ». Je pense que c'est sur les photos que vous êtes en train de voir. Ces photos nous ont été confiées par un peu tout le monde, hein, par des gardes du littoral, voilà. Alors, on a une petite réaction aussi sur une école. Alors, je vois pas très bien, je crois que c'est Pessac. Notre école est entourée par la nature, on aime nos arbres, nos pâquerettes et on s'imagine plein d'histoires. Ah oui, alors là, Philippe, il va partir sur les histoires. Mais Alain aussi, si vous saviez, ils savent raconter des histoires sur la nature, c'est que du bonheur. Alors, on a c'est joli, une école, je vois pas bien de CE1, oups, c'est passé, qui disait, pour nous, la nature, c'est la liberté. C'est joli, hein? Eh oui, ils sont tout jeunes et ils disent des choses magnifiques. Alors, il y a une question. Eh bien là, vous êtes mal partis. Comment
tous les animaux, c'est une classe de CM1, comment tous les animaux et plantes sont-ils arrivés sur notre planète? Qui répond à cette question? Pouvez-vous répondre à cette question? C'est une longue histoire, hein. C'est la longue histoire de la vie. C'est l'histoire du vivant avec l'apparition de la vie sur Terre, sur des formes extrêmement primaires, de bactéries, et une très très longue évolution qui a fait que progressivement des espèces supérieures sont apparues jusqu'aux espèces que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'est une perpétuelle évolution, perpétuelle évolution qui continue encore aujourd'hui. On le voit que les comportements des espèces, avec le changement climatique, mais pas que, les espèces changent de comportement, ils changent même de physionomie. J'ai la chance de baguer au parc du Marcanterre des oiseaux. C'est quoi baguer un oiseau? Je capture des oiseaux avec des filets pour le compte du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Je leur mets une petite bague à la patte, comme une carte d'identité, pour qu'un jour l'oiseau soit retrouvé par un autre humain dans un autre pays. Ça permet de connaître la migration, mais ça permet aussi de connaître leur destinée et leur comportement. Et pendant que l'on bague les oiseaux, on les pèse, on les mesure, et on mesure les ailes. Et on s'est rendu compte, en l'espace de quelques dizaines d'années, que des espèces qui migrent moins, à cause notamment du changement climatique, eh bien, leur aile raccourcit. Ah oui. Alors, d'un millimètre, d'un demi-millimètre, mais ce n'est plus du tout les mêmes mesures d'ailes qu'il y a 50 ans ou 60 ans, quand les collègues bagueurs mesuraient l'aile d'une bouscarde, qui est une petite fauvette, ou d'un loriot pour les espèces qui sont baguées en Asie. Donc là, il y a une évolution de la physionomie de l'oiseau. Le vivant, c'est jamais statique. Hein, quand on dit ah bah oui, le changement climatique, ça va figer les choses, non. Il y a réaction, il y a toujours réaction, bonne ou mauvaise. Mais il y a peut-être qu'une espèce qui ne va pas réagir, c'est peut-être hélas la nôtre, mais les espèces vivantes, eux, réagissent en permanence à tout ce qui évolue naturellement ou non naturellement dans la nature. Et ça, c'est passionnant. Alors, une question pour Monsieur Pascal. À quelle profondeur plonges-tu? Alors moi, dans mes compétences, au titre de la plongée professionnelle, je peux plonger jusqu'à 30 mètres. Voilà. Super. Alors, on a une jolie des CM1. Chaque espèce est unique et merveilleuse, parfaite. Ah ben, j'ai pas eu le temps de... Voilà. Parfaite, les couleurs, leurs capacités. Ils sont très sensibles, hein, c'est super. Oh, j'ai une jolie question. Pourquoi la nature est aussi belle? Ah ouais, c'est très très beau ça. C'est beau hein, comme question. Hein. Oui. Ah non, mais ils vont vous émerveiller ces enfants-là, je le sais. C'est complexe. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui. Pourquoi la nature est aussi belle? Il ne faut pas poser des questions aussi compliquées à notre intervenant. Oui. Mais en fait, la beauté, c'est ce qu'on ressent. Hein. Parce que l'oiseau, il ne sait pas qu'il est beau. Un paysage ou un rocher, il ne sait pas qu'il est beau. Donc, ce qui est beau, en fait, c'est cette relation que j'ai avec cet oiseau. Puis d'un seul coup, je vais l'observer et moi, je vais le trouver beau. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est tellement parfait dans le vol d'un oiseau, dans un coucher de soleil. Et puis qui est gratuit aussi, on le paye pas. Et quand le conservatoire dit, eh ben, les terrains qu'on va acheter, et ils sont à tous, et ils sont là pour toujours, à tous et pour toujours. Donc on offre cette beauté à tout le monde, gratuitement. Ouais. On va pouvoir le parcourir et voilà, ça ne sera jamais transformé autrement que par la nature. Et après, les gardes comme toi, vous faites attention à ce que à protéger, protéger ces choses. Quoi. Ouais, superbe. La nature, c'est le monde, c'est extraordinaire. La déforestation, c'est nul. Ils ont tout compris, ces enfants. Moi, je dis qu'on devrait donner les clés du pouvoir aux enfants, ça serait plus simple. Hein. Alors, il y a une jolie question. Je pense que ça doit être en Gironde. Le sable qui grignote la forêt en bas de la dune du Pilat, est-ce bon signe? En fait, la dune du Pilat, elle est presque vivante. Elle se déplace. Alors, bien sûr, hein, le sable, il va monter, alors il va sauter même, il fait des petits sauts comme ça, puis d'un seul coup, il bascule et la dune se déplace. Alors, quand on a travaillé sur la dune du Pilat avec le conservatoire, on était déçus parce qu'il y a un énorme chêne magnifique et on sait que dans 5 ou 6 ans, il sera sous le sable et il va mourir.
Ah oui. Mais de toute façon, on n'y peut rien. C'est comme ça. Et finalement, c'est bon signe. Ça veut dire qu'à un moment, on a laissé la nature faire. Et là, plutôt que de dire « Oh là là, on va mettre des gros murs en béton, on va mettre des filets... » Non, on la laisse faire. Et de toute façon, 100 mètres de haut. Vous imaginez comment on peut arrêter un tas de sable qui fait 100 mètres de haut? C'est pas possible, quoi. Et c'est un peu la philosophie du conservatoire qu'à un moment de laisser faire. Quand on est sur le bord de mer et puis qu'on sait que la mer elle est en train de monter, il y a un moment on va pas pouvoir tenir avec des digues comme ça, où on va mettre beaucoup d'argent pour les réparer. À un moment il va falloir se dire, non, là, il faut laisser la mer rentrer. Ouais, on ne peut pas lutter. Mais oui, et si les terrains derrière sont au conservatoire du littoral, c'est pas gênant. Ouais. Bien sûr, si c'est un agriculteur qui peut plus travailler, si c'est quelqu'un qui va perdre sa maison, là c'est problématique. Et c'est pour ça que le conservatoire essaye toujours de racheter des terrains qui demain vont peut-être être sous l'eau. Mais tout ça est bon signe, ça veut dire qu'on dialogue avec la nature, on fait avec. Et c'est bon signe parce que ça veut dire qu'on observe la nature et qu'on la laisse faire, ça ne sert à rien de lutter contre. Ouais, superbe. Alors on va avancer un petit peu, il y a plein de questions, il y a des questions qui sont tellement belles. Bon, mais il faut qu'on avance un petit peu, mais promis on va répondre à ces questions. Alors, il y a eu un moment aussi, quand j'ai rencontré tous ces gardes en Bretagne, je leur ai demandé quel était le lien qu'ils avaient avec la nature. Question aussi très très compliquée. Qu'est-ce qui nous lie à la nature? Quel est le lien que l'on a avec la nature? Je vous propose de répondre vous aussi à cette question. Quel est le lien que vous avez avec la nature? Et en attendant que vous répondiez à cette question, je vous propose de regarder leur réponse à eux dans une petite vidéo. Et aujourd'hui, la nature, je crois que c'est une espèce de médicament. C'est devenu une espèce de médicament pour une société, pour la population, qui a besoin de se ressourcer, de pouvoir respirer au grand air. À mon niveau, vivre dans la nature, c'est un réel besoin. Pourquoi? Parce que quand j'étais encore à l'école, j'envisageais de faire des études plutôt en lien avec les technologies, les ordinateurs, les réseaux, etc. Et avant de faire ma rentrée dans une nouvelle école, j'ai réfléchi et je me suis dit... c'est peut-être pas en fait ça que je veux faire. C'est en fait quand je me suis posé des questions, je me suis dit mais en fait qu'est-ce que j'ai envie plus tard, c'est de travailler en contact avec la nature, avec l'extérieur. Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit mais non, je suis en train de me tromper en fait d'études. Ce qui m'intéresse vraiment, ce qui me attise ma curiosité, c'est les arbres, les oiseaux, la nature, le bruit de la mer. En fait, tout ce qui se passe autour de nous, c'est le vivant. À tout moment, je sais que mon regard peut être attiré par, comme là, au moment où on parle, un goéland qui passe. Automatiquement, mon œil est attiré par ça. Et ça me parle en fait de la nature. Le lien que j'ai avec la nature est assez fort parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de me retrouver en forêt ou alors dans des milieux plutôt plus vastes, plus ouverts. Mais j'ai besoin d'observer aussi, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, la faune ou la flore, les animaux ou les plantes. Bah, ça me calme et ça me permet, oui, de décompresser. Et puis c'est toujours très intéressant en fait d'observer ce qui se passe autour de nous. Je me suis rendu compte que les gens avaient de plus en plus besoin de se reconnecter à la nature. C'est trouver un lien de liberté. Tout petit, je faisais quelque chose qui s'appelait les clubs nature à côté de ma ville de naissance à Séné, avec un monsieur qui s'appelait Jean David et qui était un naturaliste de terrain exceptionnel. Et j'ai un peu perdu ça à l'adolescence et pendant mes études. Et après, j'ai vraiment redécouvert ma région, redécouvert des endroits qui m'étaient familiers avec un autre regard. Et vraiment, j'ai voulu aller là-dedans pour faire de la gestion et de la protection de la nature. Ouais. Je ne suis pas sûr que j'arriverai à le définir. Par contre, je sais ce que ça peut m'apporter. Une forme d'apaisement, une forme de bien-être. Mon lien, il est cher. En fait, le lien, c'est un peu souvent comme la justice. On ne voit pas forcément la justice, on voit souvent les injustices. Et je pense que le lien avec la nature, c'est un peu la même chose. Quand on l'a, quand on est présent, quand on est immergé, on ne s'en rend pas trop compte. On a une forme de bien-être naturel. Et par contre, quand on est un peu éloigné de ces choses-là qui nous tiennent à cœur, là, on va ressentir un manque. Et je pense que c'est vraiment comme ça que je vois la chose. C'est vraiment un mélange assez particulier entre des expériences et des émotions. Mais ouais, je dirais que c'est ça le lien.
Alors je pense que fondamentalement j'ai toujours eu besoin de la nature, en tout cas je l'ai toujours observé. Et quand on partait en vacances avec mes parents, je rassemblais un petit peu les revues qui pouvaient parler des espèces que j'allais retrouver en vacances. Après j'ai eu une période où je m'y suis moins intéressé parce qu'on a d'autres centres d'intérêt, mais maintenant la nature ça fait partie de moi depuis plus de 25 ans. Je pense que c'est aussi un lien important pour ceux qui sont animés d'un besoin de protection, qui sont attachés à leur patrimoine. Mon lien avec la nature, je dirais qu'il a toujours existé depuis tout petit. Moi, j'ai toujours voulu, depuis tout petit, travailler pour la protection de la nature. Donc, moi, j'ai un lien fort avec la nature. J'aime être dans la nature, j'aime... même au travail, je vais être honnête, je prends une journée toutes les 3 semaines pour être tranquille dans la nature, profiter, faire des photos, regarder, contempler, se ressourcer. Moi, j'ai un lien très fort avec la nature. J'aime bien la ville, hein, je suis pas anti-humain, anti-ville, anti-bâti, mais j'ai besoin de temps en temps d'être dans un endroit où il n'y a que moi. Ce qui fait qu'on a un lien avec la nature, je sais pas, moi je pense que je l'avais à la naissance, ce lien. Je vois mon fils qui a 9 ans, il est comme moi, mais je pense que c'est parce que je lui ai peut-être transmis ça. Mes parents n'étaient pas forcément proches de la nature, mais sans critique. Hein, ils avaient une activité professionnelle qui n'était pas en lien avec la nature. Du coup, moi, voilà, je l'ai découvert par passion parce que j'ai toujours aimé, principalement les oiseaux. J'adore les oiseaux, donc j'ai toujours aimé faire de la photo, aller regarder, lire des livres sur les animaux dès tout petit. Me coucher le soir avec l'encyclopédie Universalis et la feuilleter. Alors j'ai toujours adoré ça. Et ouais, donc je pense que je l'avais en moi, c'est comme ça. Et puis à l'inverse, mon fils, lui, je pense que c'est le fait que papa le fasse. Il imite, il transmet, et puis du coup il adore ça aussi, et puis c'est tant mieux. Mais voilà, le lien, je pense qu'il a toujours existé en moi. Et voilà, alors le lien que chacun avait avec la nature, a avec la nature. Messieurs, en attendant, alors je sais qu'il y a une avalanche de questions. Je tiens juste à vous dire, parce qu'on sait qu'il y a énormément de questions sur Pascal, la plongée, ce qu'il y a sous l'eau. Il va y avoir un film particulier dans quelques instants sur ce qui se passe sous l'eau avec Pascal, en tenue de plongée, les bouteilles et tout et tout. Mais messieurs, quel est votre lien avec la nature? Pourquoi vous avez choisi ce métier? Pourquoi vous avez besoin de nature? Pascal est à Paris juste depuis hier et il est déjà super content de repartir parce qu'il veut absolument repartir sous l'eau ou sur le massif de l'Estérel. Et je pense que vous êtes tous pareils. Alors, quel est votre lien avec la nature? Je vous pose la question. C'est toujours le fait d'être bien dans cette nature et puis à un moment de se dire ouais, quand même, elle va pas si bien que ça, et donc du coup il faut que je travaille à la protéger avec d'autres, avec des habitants, avec des jeunes, et ça c'est quand même un objectif majeur, quoi. Parce que voilà, pour tous les jeunes avec qui on dialogue, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, il faut vraiment qu'on puisse toujours s'émerveiller devant cette nature. Et donc cette mobilisation, ce souhait de vraiment la protéger, je pense que le lien, il est là aussi. Super, super. Philippe? C'est un lien humain, le lien avec la nature. C'est mon père, quand j'étais enfant, il était facteur dans un petit village. Je le suivais en vélo et il me montrait les plantes, les insectes, les animaux, sans connaître les noms. Il n'était pas ornithologue, il n'était pas botaniste. Et il me disait, il faut faire attention à ça, c'est fragile. Parce qu'il avait été prisonnier de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la notion où les enfants parlaient de liberté pour les oiseaux, la notion de vivant était très forte. Et puis, c'est le partage avec des gens du Muséum de Paris, comme Guy Jarry, avec des ornithologues, des botanistes que j'ai rencontrés quand j'étais un petit peu plus grand, et Christian Pacteau, qui est un passionné de rapaces. La rencontre avec des personnes vraiment très fortes, qui avaient un lien avec la nature très fort. Donc, c'est d'abord un lien humain qui m'a amené après à faire attention à ce qu'il y avait tout autour de moi. Super. Et toi, Pascal? Moi, c'est un retour, parce qu'elle nous donne tellement, cette nature. Donc, on donne.
ben moi, je donne de ma personne. Je travaille, comme je le dis à mon entourage professionnel, je travaille avec mes tripes. Et je travaille avec mes tripes pour la protéger, cette nature. Et j'ai des petites anecdotes comme ça d'enfance. Ça m'est arrivé de faire des bêtises comme tous les enfants, comme tous les pitchounets. Et mon père, pour me réprimander, à l'époque où on avait un accès total dans les massifs forestiers, avant qu'il y ait justement cette protection, on pouvait, avec les véhicules, rentrer dans les massifs et camper, bivouaquer, faire du 4x4, de la moto. Et on avait du stationnement, et on avait des gens qui n'étaient pas forcément respectueux du coin. Et en punition, ben, je partais avec un petit sac, des gants, et je ramassais tous les déchets autour des voitures. Ah, c'était une bonne punition, ça. C'était une bonne punition. Et aujourd'hui, et je vous parle de ça il y a plus de 40 ans maintenant, et je me dis qu'on en retrouve encore de tous ces déchets-là. Ouais. Et donc, on fait des sensibilisations. Les enfants, c'est les plus percutants, c'est ceux qui, demain, vont informer leurs parents comme quoi ben, une cigarette, ça a toute son importance de la mettre dans un cendrier ou dans un réceptacle. Ouais. Voilà, parce que ben, ça pollue, il faut des années pour qu'elle se dégrade. Voilà, donc c'est un retour des choses et puis c'est de l'investissement, c'est de la passion pour qu'on la protège, cette nature. Ouais, superbe. Alors, la nature n'est pas un dépotoir, nous dit Théa. Alors, une jolie question d'Héloïse. Est-ce que la nature nous aide? Franchement, si elle n'était pas là, je pense que le monde irait beaucoup moins bien, quoi. Elle nous aide à aller mieux, elle nous aide à nous sentir pas seuls sur cette planète. Si on n'était que des humains avec nos tablettes, mais on aurait un monde tout restreint. Là, il y a quelque chose qui nous dépasse. Donc, on n'est pas seul dans l'univers. On a notre Super beau. nature. Jolie question ensuite. Quelles émotions ressentez-vous quand vous êtes dans la nature? C'est Nora qui pose cette question. Moi, c'est des émotions tellement croisées que j'ai une solution pour commencer à vraiment bien ressentir ces émotions, c'est le dessin. En fait, Ah oui. Voilà. Et Alors, moi, j'ai vu Alain travailler. grâce au dessin, en fait, C'est un truc de dingue. Alain, il s'assoit. Et ah oui, en fait, c'est pour maîtriser tes émotions que tu te mets à dessiner. oui, en fait, oui. Et puis voilà, à chaque fois, quand on se promène là, c'est des dessins que j'ai fait avant-hier sur Étretat, et on descend dans une petite vallée qui donne sur la mer, et puis on voit, il y avait un orage incroyable, quoi. Et puis après, on descend de plus en plus, et puis d'un seul coup, on arrive en bas et on voit les falaises. Enfin, on sent bien que ces émotions, c'est pas simplement juste un point, mais on se balade et j'ai besoin de noter toutes ces émotions pour mieux les comprendre. Ah, j'ai besoin d'en faire des poèmes, d'écrire dessus. Parce que finalement, notre relation à la nature, l'émerveillement, il passe aussi par la poésie, par ce texte où on va se laisser un peu aller pour dire ce que l'on ressent profondément devant la nature. Ah, c'est joli. Il y a des choses très jolies. Une classe de CP, il y a Louis qui dit « Quand je suis triste, je vais dans la nature et ça me rend heureux. » Et ben moi, pareil. Ben, tout est dit. Finalement, vous êtes en train de dire la même chose. Ah, exactement. Vous êtes, voilà. Alors, il y a une classe, la classe, je vois pas bien si c'est Beauvron ou Bouvron, pardon, mais je n'ai pas mes lunettes, donc excusez-moi si j'écorche le nom de votre classe. Nous, on aime aller en forêt, construire des cabanes, grimper dans les arbres, écouter les oiseaux, mais aussi aller à la mer, se promener, écouter le bruit de la mer. Bon, bah, tout est dit. Il y a une jolie question de Tom. Tu l'as vu passer, Philippe, et tu as dit « Oh là là, je veux absolument répondre à ça. Les animaux ont-ils des sentiments ?» C'est pas moi qui va répondre, c'est les animaux que j'observe qui répondent. Pendant très très longtemps, on a dit tout est instinctif. Tout est une réaction instinctive. Et quand on observe les animaux, on voit qu'ils observent tout leur environnement, tout leur habitat, et ils nous observent aussi, et ils réfléchissent. Quand vous avez les jumelles braquées sur une tête de chevreuil en forêt ou une tête de renard, vous voyez les oreilles qui bougent, les yeux qui bougent, tous les sens sont en éveil et se regroupent autour du cerveau. Et le cerveau va prendre une décision. Et ça ne sera jamais une décision qui n'est pas réfléchie. Donc, l'instinct, plus j'observe, plus je suis un peu comme Pascal, au bout de 40 ans, je me rends compte que l'instinct, il est présent, mais il est alimenté par l'observation, le travail, l'apprentissage,
le cerveau est utilisé beaucoup plus qu'on ne le croit chez les espèces animales pour pouvoir survivre, mais aussi comprendre ce qu'il y a autour d'eux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et quand vous promenez en forêt, vous avez tendance à faire ça avec la main. Oh, il y a un chevreuil. Tout de suite, il s'en va. Si vous restez immobile, le chevreuil va s'arrêter, il va vous regarder. Et puis, petit à petit, il va comprendre que vous ne bougez pas, que vous n'êtes pas agressif, vous ne marchez pas vite, vous ne montrez pas. Et là, il va manger tranquillement. Mais il vous aura observé. Oui, c'est ça. Et il aura pris une décision. Ouais. Et pour moi, ça, c'est vraiment la notion de sentiment, dans le sens où il ressent des sens et il les utilise. Ouais, superbe. Il y a une jolie question de Toulouse. Est-ce qu'il y a des filles qui travaillent dans la nature, comme gardes forestiers, biologistes par exemple? Totalement. Oui, on a des gardes du littoral, Bien sûr. féminins, qui Bien travaillent sûr. sur les terrains du conservatoire, des gardes à l'ONF, à l'Office national des forêts, mais aussi à l'Office français de la biodiversité. C'est un métier qui est ouvert aussi, Qui est partagé, au fait. partagé aux filles. partagé oui. par des hommes et des femmes, bien Des sûr. hommes et des femmes. Sans se poser la question, j'allais dire. Alors, on a une question de Paul Bert, le CPB de Paul Bert. Comment les plantes poussent sur les dunes alors que c'est du sable? Ah, puis c'est pas n'importe quelle plante, hein. Ce sont des oyas qui poussent principalement. Alors, moi, ce sont des plantes qui me fascinent. Alors, vas-y, qui c'est qui répond à ça? En fait, les plantes se sont adaptées. C'est ça. Elles ne pourraient pas pousser ailleurs parce qu'elles seraient concurrencées par d'autres. Donc elles ont des racines incroyablement longues, elles ont une capacité à prendre l'eau qui est dans le sable, et puis elles ont quand même cette capacité incroyable de dire, même si je suis sous le sable, je ressors. Et donc en fait, elles se font enterrer, mais elles ressortent. Et l'Oya, c'est ça, il est toujours en train de monter. Et puis il y a certains végétaux qui vont pousser très très rapidement, vont faire leurs fleurs, ça va donner des graines, et les graines vont rester dans le sable. Ils Donc vont là, très vite pour se vont très très multiplier, vite, ouais. parce que sinon, il peut y avoir de l'eau, il peut y avoir la mer qui revient, il peut y avoir du sable qui s'en va. Donc c'est la rapidité. Donc on voit qu'il y a plein de stratégies pour réussir à vivre dans le sable. Ouais, c'est extraordinaire ça. Alors, quel est votre animal préféré? Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ça. Oh là. Oh là. Moi, c'est le blaireau quand même. Ouais. À toi, pourquoi c'est le blaireau? Ah, je le rencontre souvent et à chaque fois, puis par chez moi, il y a des terriers de blaireaux, et voir ce petit ours là, noir et blanc, avec ses habitudes, puis il a 5 doigts, comme nous, avec ses grandes griffes comme ça, puis il se gratte, il a ses habitudes, enfin, moi il me touche particulièrement. Alors le blaireau, moi je crois que j'en ai un dans mon terrain, et il fait toujours ses besoins au même endroit. Au même endroit. Voilà, il a ses vraiment- toilettes. Hein. Il y a ses toilettes, il fait un Et petit- c'est toujours... Voilà, j'ai mes habitudes, je suis un bon pépère. Oui, enfin, c'est ça. comme Oui, c'est vrai qu'il Par se contre, rattache. quand on regarde des jeunes blaireaux qui sortent du terrier, alors là, vraiment, ça y va, hein, ça bouge, ça se bagarre et tout ça. Mais... Ah, c'est super. Ouais, c'est adorable. Bon, et toi, ton animal préféré? Celui que je verrai demain. Oh, c'est joli, j'adore cette réponse. Oh, j'adore cette réponse, ça va forcément. Et alors, et toi? Moi, j'ai un coup de cœur, c'est le poulpe. Voilà. Ah oui. Le poulpe, parce que c'est un animal qui est passionnant. Il est très intelligent. Il a plusieurs cerveaux, plusieurs tentacules. Ouais. Il arrive à se camoufler n'importe où. Ouais. Il est méfiant, mais malheureusement, il y a énormément de prédation. Voilà, on en rencontre de moins en moins. Donc, c'est un animal voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Et puis après, j'en ai d'autres. Hein. Le mérou aussi. Le mérou, c'est Ah bah quand oui, vous approchez un Vous mérou. m'avez tous parlé du mérou quand j'étais Ouais, en Damien Méditerranée. vous en a Damien m'a parlé. parlé de mérou. Vous allez voir ça Voilà. dans le prochain film. Ouais, Voilà. ouais. Il y a énormément d'animaux sous l'eau, mais aussi sur terre. Hein. Voilà. Et la tortue d'Hermann aussi, j'ai un petit coup de cœur Ah pour bah la oui, tortue petite d'Hermann. mer. Pour avoir Ouais. travaillé aussi sur la Bah peine oui. des morts. Ouais, Super. c'est fabuleux. Alors, Lucas de Pouescap demande ce que l'on doit faire si on trouve un animal blessé ou mort. Alors, quand il y a des animaux blessés, il y a des centres de soins. Il y en a de moins en moins, hélas, de la faune sauvage. Généralement, il y en a un par département, et dans ces cas-là, d'appeler le centre de soins. Le tout, après, c'est de pouvoir amener l'animal au centre de soins, ou qu'il y ait des transferts pour le soigner. Le mieux, c'est de le mettre dans un carton, au calme, Oui. et d'appeler un centre de soins pour la faune sauvage, qui ensuite donnera les conseils. Faire une photo, parce qu'ils vont certainement demander l'espèce. Et selon l'espèce, il y a des réactions plus ou moins à avoir.
Par contre, un animal mort, bon, il faut éviter, et bien sûr éviter de le toucher, de le laisser, il servira dans la chaîne alimentaire à d'autres animaux. Super. Alors, je ne sais pas si vous allez savoir répondre à ça. Baya demande quelle est l'envergure du plus grand oiseau que vous avez observé. Soit peut-être C'est pas. assez Bah, récent. Vautourmoine. Vas-y, Vautourmoine qui doit être Ouais. à 3 mètres et quelques d'envergure. 3 mètres, 3 mètres. c'est de là, oui, il faudrait même dépasser Pascal pour arriver pratiquement jusqu'à la face. C'est Ah, énorme, les ailes, c'est gigantesque. gigantesque. Et toi? Bah oui, c'est récent, c'est au mois de mars, là où sur le parc du Marcanterre, on a eu la chance d'observer 2 pigargues à queue blanche qui sont des aigles où les femelles, alors les femelles sont plus grandes que les Le mâles. pigargue, c'est celui qui a la tête blanche, Alors c'est ça, c'est le pigargue américain. Ah oui. L'européen, c'est la queue qui est blanche, Ah, mais d'accord. la tête est marron. Et les plus grandes femelles font 2,30 m, 2,40 m énorme. d'envergure. Donc c'est déjà un gros paquebot volant, hein, c'est impressionnant. Ah, ça va être très impressionnant. Ouais. Une jolie question de Nessim. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, garde du littoral. Toi, tu dis que tu es quoi? Moi, je suis à la fois, donc le parc du Marcanterre appartient au conservatoire du littoral, donc on est sur un site du conservatoire. Je suis responsable pédagogique. Toi, du tu parc. accueilles les classes. Ils vont tous Beaucoup les venir au parc du classes, Marcanterre, là, beaucoup je pense. les Ils vont tous scolaires, venir à les visiteurs. Théoul-sur-Mer. la formation des guides, tout le travail, le lien entre l'homme et la nature. Je veux dire, C'est entre pour le ça que tu as partage. choisi ce métier. Voilà, j'ai choisi pour partager, pour m'étonner, et pour défendre le vivant, pour montrer, déjà avant de le défendre, montrer que le vivant a une valeur. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le journal de 20 heures, on a du mal à comprendre que le vivant a de la valeur. Super. Toi, pourquoi tu as choisi ce Ben moi, j'ai métier? choisi ça. J'ai eu un parcours professionnel aussi qui a fait que je suis arrivé dans cette situation. Juste après le collège, je me suis orienté sur des études agricoles. Donc, j'ai travaillé dans des fermes aquacoles au tout début de ma carrière professionnelle. Et après, j'ai évolué, moi, sur le maritime, sur l'espace maritime, où j'ai travaillé sur des bateaux, j'étais marin. Et je suis revenu dans ces fonctions de garde littorale. J'ai eu une opportunité donc, sur la commune de Théoul, ce qui m'a permis aussi de me rapprocher familialement, parce que je partais beaucoup à l'étranger. Et aussi, c'est pour, je ne vais pas dire honorer, mais c'est aussi une continuité familiale. Mon grand-père était forestier dans le massif de l'Estérel, à la maison forestière des Trois Termes. Mon père l'a été également. Et puis, c'est une fierté voilà, de perdurer là-dessus. Et ces connaissances, cette passion, tout ça, ben j'essaie de la transmettre comme je peux à ma fille, à Théa, qui doit nous suivre là à l'école de Théoul. Donc c'est vrai que des fois, elle râle un petit peu parce que je l'amène en VTT, donc il faut grimper, c'est un peu dur. Mais une fois qu'on passe le col de la Cadière et qu'on arrive au col des Trois Termes, on a tout cet espace de liberté où j'ai grandi. Et lui amener ces valeurs-là, ben voilà, c'est cette continuité et c'est ce qui m'a amené aussi à travailler au sein de l'aire marine protégée de Théoul. Superbe. Et toi, pourquoi es-tu paysagiste? Alors, Paysagiste. il va falloir que tu nous expliques ce qu'est paysagiste. oui, On va oui, voir oui. un petit film bientôt. Ouais, hein, ouais. Alors, c'est vrai que sur moi, ça. j'ai toujours baigné dans la nature. Mon père était géologue et je le suivais en train de faire ses cartes de géologie et j'avais mon petit carnet pour faire comme papa. Ma maman était professeure de sciences naturelles, donc du coup, elle a monté un club nature et on était en région parisienne et on a du coup fait une association, la Maison des arbres et des oiseaux. Et il se trouve que le directeur du conservatoire du littoral, là, Philippe Vandemel, on était dans la même association à 12 ans. Et là, on s'est retrouvés C'est drôle. quelques années après. Donc c'était assez drôle. Et très vite, finalement, grâce notamment à cette association, on s'est dit, bon, il faut la faire connaître et il faut la protéger. Et comment on fait? Et je suis tombé sur l'École nationale supérieure du paysage à Versailles. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Parce qu'à la fois, il faut dessiner, il faut aller dans la nature, il faut la protéger, il faut réussir à créer et à faire des projets. Donc ça, c'est le métier du paysagiste. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire, bah, c'est comme ça. Non, c'est comment on peut l'aménager ou parfois le désaménager. Parce que bien souvent, on enlève beaucoup plus de choses qu'on en rajoute quand on arrive sur un terrain que le Conservatoire du littoral vient d'acheter. Et puis qu'on se retrouve juste à côté de la falaise, juste à côté du phare, c'est ce qui nous est arrivé au Cap Fréhel, avec un énorme stationnement, avec des poubelles partout, avec des panneaux de partout. On se dit, ah ben c'est ça la nature, c'est ça le paysage. C'est quand même un peu décevant. Alors on s'est dit, ben, peut-être qu'il faut enlever les voitures, mettre un peu plus.
On en va retrait. justement commencer à vous montrer des photos. On va faire un petit coup de loupe sur le Cap Fréhel. Alors le Cap Fréhel, on se trouve en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. C'est un lieu... je suis un petit peu... ouais, je ne suis pas objective, j'adore cet endroit. C'est sublissime. On est sur des falaises très hautes, Très très haut. très très hautes. Et il y a surtout un panorama. On est... la mer, aussi loin qu'on voit à droite, Ah ouais. aussi loin qu'on voit à gauche, c'est gigantesque, c'est magnifique. Tant pis pour la Méditerranée, ce coin de Bretagne est absolument sublime, Monsieur Pascal. Alors, on va commencer à regarder les photos et pardon, Alain, j'aimerais que tu les commentes. Alors, la première photo qu'on voit, on est donc sur le site Avant. bien avant. Il y a Bien avant combien de temps à l'aménagement. peu près là? Et ben là, c'était. Alors là, c'est même avant que j'intervienne. Là, on est sans doute dans les années 2000, où il y a encore des voitures qui sont garées. Il y a un gros restaurant qui est posé sur la falaise. C'est celui qui est devant nous? C'est celui qui est devant nous. C'est un gros bâtiment. C'est un Avec des bâtiment- voitures Il y a des qui voitures. vont jusqu'au restaurant. Regardez la lande, elle est toute râpée, toute piétinée. Il n'y a plus rien qui pousse. Et Les gens puis, marchaient partout. Moi, les j'ai gens, connu ce voilà, ce ça moment-là. marchait partout. Et à côté du phare, il y a un gros stationnement. Oui. Et du coup, voilà. Bah, Et on voit le quand on stationnement. arrive sur le stationnement, eh ben, on se dit, zut, qu'est-ce que je fais, où je me gare Et puis, ben, qu'est-ce qu'on fait? On quitte le stationnement le plus rapidement possible. Eh ben, on voit pas le phare, parce que le phare, il est juste au-dessus de nous. Mais quand on est comme ça entre les voitures, on risque de se faire écraser. Il y a les enfants qui sortent. Ah, non. Et puis regardez, là, il y avait cette vieille tour. Ça, c'est le premier phare qui a été construit. C'est magnifique. On dirait qu'elle est plantée au milieu d'un giratoire. C'était vraiment horrible, quoi. Donc, on avait l'impression de gâcher un peu. Et puis, il y avait ce restaurant. Alors, c'était un beau bâtiment, mais pas à cet endroit-là, quoi. Parce C'est surtout que juste on devant, voit, voilà, juste, et on voit Fort-la-Latte, qui est ce château fort comme ça. Ben, on voit À qu'il est droite, complètement ouais, mangé. à droite de l'image, juste ouais. à droite Ouais. du bâtiment, entre les voitures et le bâtiment, on a un château fort magnifique. Ben là, on s'est dit, si jamais on enlève le bâtiment, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que d'un seul coup, et on va voir le ciel. Donc on a décidé, alors ça c'est le Conservatoire du Littoral mais c'est surtout que qui a acheté. devant le restaurant, il y a un rocher Ah oui. d'exception. C'est une pointe, comme ça, avec des milliers d'oiseaux C'est ça. qui nichent là. C'est extraordinaire. Alors, pour voir du coup ces oiseaux sur leur rocher, il fallait rentrer dans le restaurant et puis avoir une ambiance un peu bizarre, quoi. Ouais, on n'entendait rien. Et puis on n'entendait rien puisqu'il y avait la musique, quoi. Ouais. Donc l'idée là a été, de dire il faut peut-être que le Conservatoire du Littoral achète ce bâtiment. Parce que le bâtiment, il était quand même en très mauvaise posture. Il était très, très fatigué. Donc on va Voilà. voir ton dessin, on va aller un petit peu C'est vite ça. sur les travaux Ouais, ouais. et on va finir par arriver sur toi, Et donc ce que là, tu as voilà. imaginé. Et là, Voilà. on voit par exemple le travail qu'on a fait sur le stationnement. On a découpé le bitume du stationnement, et puis regardez, on a laissé faire. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Et la végétation est venue. Voilà, ça c'est le stationnement avant. Et puis d'un seul coup, ben là, on a permis à la nature de revenir simplement en enlevant le bitume. En fait, Donc voilà ton dessin. Voilà le dessin. Donc Où ça, on c'est le travail du paysagiste. Ben, parce c'est qu'il ça. faut On faire comprendre réfléchit, aux enfants ça. on se dit, là, il y a un bâtiment qui est finalement pas inintéressant. On va juste garder le pied du bâtiment. Ça, Et c'est le pied voilà. du restaurant. C'est ça. Et donc, du coup, on a tout cassé et on a gardé que la base parce que c'était intéressant. Alors, il y avait mes croquis qui étaient sur les panneaux pour que les gens se disent « Oh, bah là, quand même, on enlève un restaurant. Moi, j'aimais bien y aller. » Ils disaient « Oui, mais regardez, ça va quand même être encore mieux. » Parce que, et voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça après. donne. Voilà. C'est-à-dire qu'on a juste cette terrasse. Cette terrasse, elle est importante parce qu'il y a, du coup, de quoi s'accrocher, un garde-corps qui permet, en fait, d'avoir des groupes, alors qu'ailleurs, en fait, la falaise, elle est là, et il faut y faire attention. Donc là, pour des groupes. Et là, regardez, on a cassé le restaurant, on a enlevé, on a remis de la terre, on a remodelé tout ça, et puis aujourd'hui, ça donne la végétation ça. qui Voilà. revient toute Et seule. là, j'ai fait un petit enclos qui reprend un enclos qui a existé et qui permet aux gens de s'asseoir sur un mur en pierre pour éviter d'avoir un mur trop urbain. Là, on voit les travaux qui sont en train de se faire. Donc, finalement, voilà. Aujourd'hui, en fait, plus personne ne peut imaginer qu'il y avait là 300 places de voiture. Et aujourd'hui, l'arrivée, c'est plus par un stationnement, c'est par ce petit sentier avec de la lande. Et tout le monde se dit « Ah, qu'est-ce que c'est beau !» Et puis, je vois le phare dans la lande. Et puis, j'ai fait ce dessin
ce dessin pour essayer de voir le phare, pour que les gens puissent bien se repérer et fassent des boucles, parce que quand il y a beaucoup de monde, il faut que les gens se répartissent un peu largement pour pas être à la queue leu-leu. Donc, alors que si on a un stationnement et puis que tout le monde est là autour du stationnement, ben, on se bouscule et c'est pas joli, quoi. Alors que là, grâce à ça, ben, les gens sont bien, parce que quand on dit la nature c'est fait pour s'émerveiller, un moment pour s'émerveiller, faut quand même être un peu tout seul. Faut quand même ne pas être en groupe, parce que si c'est bien hein, quand on est avec les copains, oh, puis on papote, on discute, on rigole, enfin comme ça, mais on n'est pas vraiment avec la nature. Et le moment où on est vraiment dans l'émerveillement, c'est quand je peux me poser dans un endroit tranquille. Alors moi, après, je dessine, j'ai toujours les jumelles pour regarder un oiseau, comme ça. Et là, l'émerveillement, il arrive. Ouais, Là, c'est je vrai. peux me raconter des histoires. Là. Il faut prendre du temps dans la nature. Bah, c'est super ce que tu viens de nous raconter, franchement, Alain, parce que maintenant, j'espère que vous avez compris ce qu'était le métier de paysagiste. En tout cas, vu par Alain, c'est Voilà. ça, ce métier. C'est vous redonner du beau à voir, c'est vous redonner de l'émerveillement, C'est ça. c'est supprimer beaucoup de choses, souvent, mais pour qu'il y ait à nouveau de l'espace pour le Voilà. regard et les émotions. Ça, c'est le travail du paysagiste avec le Conservatoire du Il y a un Littoral. petit mot, bravo, cela fait de la pollution en moins. Quel Mais beau oui. travail, merci. Ah, merci, c'est merci. joli. Ah, ouais, c'est gentil. Ouais. Parfois, la nature arrive à faire des dessins. Oh, Eh c'est ben oui. tellement joli. Alors, on va continuer un petit peu parce que le temps passe, il nous reste une grosse demi-heure. Alors, quand toujours j'ai rencontré, on va bientôt arriver à Théoul-sur-Mer, mais quand j'ai rencontré toutes ces personnes en Bretagne, je leur ai demandé quel était leur coin préféré de nature. Et ça a été très joli. J'ai posé la même question à Pascal, que vous n'allez pas voir tout de suite dans cette vidéo, parce que sa réponse, elle est excellente et m'a fait mourir de rire. Mais on garde le suspense. Donc, je vous propose de regarder un petit film où la question que j'ai posée et que je vous pose à vous aussi, c'est quel est votre coin préféré dans la nature? On regarde la petite vidéo. J'ai un spot, un site, un endroit, un lieu qui va tout de suite un peu m'attirer. Ça va être ce qu'on appelle le Skewell. C'est un petit cap avancé vers la mer, vers la Manche, et où finalement il se passe beaucoup de choses autour du vivant, que ce soit donc les oiseaux migrateurs qui peuvent passer avant l'hiver ou après l'hiver en fonction des endroits où ils circulent, hein, évidemment, en fonction des espèces. Et c'est un endroit également où on va rencontrer ce qu'on appelle la faune marine, en l'occurrence là, des mammifères. Donc c'est là que passent certaines espèces de dauphins à certaines époques, mais c'est beaucoup plus rare des baleines. Et en fait, c'est le trait d'union entre la côte un peu fréquentée, aménagée, et puis l'ultra sauvage qu'on peut observer ici en Bretagne Nord. Quand j'arrive le matin, la première chose que je fais, je jette un coup d'œil en fait à la mer. Pourquoi? Parce que tous les matins, ça va être différent. Il y a certains matins, je vais voir les îles, le lendemain, je ne les verrai pas parce qu'il y aura eu un changement météo. La mer sera agitée un jour, elle ne le sera pas le lendemain. Et puis il y aura un bateau qui passe, et puis il y aura des footbassants en train de pêcher du poisson juste au-dessus des marsouins. Tous les matins, ça va être différent. La lumière sera différente, la météo sera différente. Et en fait, l'angle, le point de vue reste le même, les situations sont complètement différentes tous les jours. Là, moi, l'endroit que j'adore ici, c'est tout cet espace boisé. L'espace boisé, en fait, il y a 120 hectares de bois à côté de l'abbaye, parce qu'on pense qu'il n'y a que l'abbaye, mais il y a aussi le site naturel qui est à côté, et qui fait 120 hectares, donc c'est quand même assez conséquent. Et dans ces 120 hectares, en fait, on a une multiplication une mosaïque de milieux qui est vraiment intéressante et qui interagissent entre eux, et c'est ça que j'aime, c'est cette interaction entre tous ces milieux, et c'est ça qui fait la beauté. Oh, il y a des endroits très magiques hein, en fonction des couleurs, ça c'est magnifique, enfin, c'est quand le soleil pénètre à travers les feuilles en plein été, c'est tout aussi joli, ou même quand il y a une brume, voilà, on retrouve toujours à chaque saison de toute façon une beauté dans le site. Hein. Alors je suis là depuis 11 ans et ce qui est génial c'est que j'ai pas fait le tour encore, donc j'apprends toujours des choses, il y a toujours, vu que c'est en perpétuelle évolution, j'apprends chaque jour des choses différentes et je découvre des lieux différents.
Mais autrement, là, on est bien dans la Grande Grève. Après, je pense que mes meilleurs moments, ça reste quand il y a des lumières magnifiques et puis que la nature ici est tranquille. Bah, le lieu que je préfère, c'est presque la Fauconnière, c'est l'endroit où on est ici, là, aujourd'hui, parce qu'on part de très loin. Hein. Enfin, moi, je me rappelle, en effet, les parkings, les bus, les voitures, le restaurant. Alors, c'est très bien de pouvoir déjeuner face à la mer, mais c'était vraiment très, très artificialisé, quoi. Alors que l'on est sur un hotspot de biodiversité. Ouais, j'aime bien ce lieu, on y est bien, ça fait un peu comme un amphithéâtre, on est un peu coupé du vent, on a un magnifique paysage devant nous, hein, parce qu'on voit quand même tout le golfe. C'est un lieu où on voit facilement passer des dauphins, des marsouins, donc des mammifères marins. Enfin, c'est un lieu vraiment magique. Quand on y est de bonne heure le matin, comme nous aujourd'hui, ou en fin de journée, il y a souvent personne. C'est aussi un lieu où on est tranquille. Je passe toujours au pied du phare parce qu'on a la chance d'avoir et le plus vieux phare de Bretagne à terre et le plus récent. Donc il y a un trait d'union historique extraordinaire de passer entre ces deux phares. Voilà, j'ai mon petit circuit. Je vais à la Corne de Brume, à la Pointe, parce que c'est un lieu extraordinaire où là justement on s'ouvre sur la Manche et il n'y a plus rien à part la mer. Donc c'est vraiment joli. Et puis un chemin que j'aime aussi beaucoup prendre parce qu'il est vraiment très sympa, c'est repartir du Cap Réel, l'endroit où on est, puis aller vers le Fort Lalatte. On est sur un endroit un peu plus calme et ici c'est un endroit qui est tout à fait particulier parce qu'entre Saint-Pierre-Quiberon et Carnac, il y a des petits trésors cachés. Alors il y a deux choses qui me viennent en tête et qui moi vraiment ont attisé ma curiosité quand j'ai découvert ce site. C'est toute l'exploitation des huîtres plates qui forment des bancs naturels ici, et c'est un des derniers endroits où il y a des bancs naturels d'huîtres plates, qui est l'huître originelle. Et il y a aussi quelque chose d'un peu plus historique, à un moment où l'eau était à un niveau qui n'était pas celui-là, à un niveau plus bas, et ben la civilisation de Carnac a fait des alignements de menhirs qui aujourd'hui sont immergés dans l'eau. Donc quand on fait de la plongée, on peut les retrouver comme ça, ces alignements de menhirs entre Saint-Pierre-Quiberon et Carnac. Ce lieu, il me touche parce qu'il a un côté un petit peu exceptionnel, un côté un petit peu caché. C'est pas quelque chose qui est tout de suite à la vue des gens, c'est quelque chose qu'on découvre. Et puis, il a une notion assez historique, quoi. Il y a un petit côté gaulois avec ces menhirs immergés qui, moi, me remet dans mon enfance, dans les BD que j'ai pu apprécier étant petit. Et vraiment, j'avais l'impression, quand j'ai découvert ce lieu, d'avoir trouvé un petit trésor et d'avoir trouvé quelque chose qui n'était pas commun du tout. Et voilà, vous avez rencontré leurs endroits préférés. Alors, pas encore ceux qui sont vos endroits préférés à vous, on va en parler un petit peu après. On va reprendre beaucoup parce qu'on a une avalanche de questions. Une avalanche. Alors, la classe de Madame Bossard, qu'on salue. Merci, bonjour Théoul. Ah, j'en connais un qui est content. Hein. Alors, Nathan qui demande, pourquoi y a-t-il autant d'incendies de forêt? Ben Nathan, pourquoi? Parce qu'il fait de plus en plus chaud. Il y a de plus en plus de Mistral dans notre région, du vent, donc c'est ces facteurs déjà qui sont primordiaux. On a aussi de la fréquentation, malgré que des fois les sites sont fermés au public. Et on a aussi les incivilités, donc on peut avoir des accidents de chantier, on peut avoir malheureusement le réchaud en bord de route, le mégot de cigarette. C'est tout un tas de facteurs qui aujourd'hui fait que on a de plus en plus d'incendies, ça arrive parfois et parfois c'est catastrophique, notamment dans le sud de la France, mais ailleurs. Hein. Ailleurs aussi. Même. Voilà, et pour ça, on a la prévention feu de forêt, l'ONF, le Conservatoire littoral travaille pour préserver des zones, faire des zones tampons, des pare-feux. On a tout le système DFCI, voilà, puisqu'on a la Force 06 aussi dans les Alpes-Maritimes. En tout cas, c'est souvent des comportements qui ne C'est pensent des pas à la comportements nature, qui quoi. sont liés aussi. Voilà, c'est le facteur humain. Ça peut être aussi des facteurs naturels. Hein. Ça peut être aussi la foudre. Ça peut arriver. Hein. Oui, un coup de foudre peut couper un pain en deux et mettre le feu. Ouais. Voilà. Alors d'autres, alors on a plein de choses. Alors les endroits préférés, Cap Taillat, Côte d'Opale, le Var, Gorge du Verdon, Dune du Pilat. En France, on est gâtés.
C'est incroyable. De toute façon, les paysages en France sont d'une diversité Oui. absolument incroyable. C'est Il n'y a sûr. pas un littoral qui se ressemble. Quand on fait depuis le nord de la France jusqu'au dans le sud, quand on passe à l'île de la Réunion, c'est un festival de paysages. Il y a des pays qui sont moins bien dotés, où c'est toujours un peu la même chose. Nous, notamment parce qu'il y a une géologie très très diversifiée, on a vraiment des paysages qui jamais se ressemblent. Et du coup, ben, on a plein de petits coins préférés, quoi. Alors là, je vois tous vos coins préférés, il y en a beaucoup. Les endroits préférés des CM1, CM2 de Fontaine, c'est la forêt, ma cachette dans ma rue, oh, j'adore. La montagne, dans mon champ, un arbre, la rivière, le lac et la mer. Ils sont super proches. Je ne sais pas si je vais bien le prononcer, à Mézenc ou à Mézinc, je ne sais pas comment on dit, en Haute-Loire, près des cascades. Louis, bah oui, les cascades, Eh oui, superbe. bon Mézin. C'est la côte sauvage, à la Palmyre. Ouais, bah, la côte sauvage, bien entendu. Enfin, ouais, mais encore, Périgord vert, l'Esconil, il y en a trop en France. Alors, une jolie question d'Auguste. Pourquoi les oiseaux migrateurs, comme nos cigognes perchées à côté de notre école, reviennent chaque année au même endroit? Question d'Auguste. Ah ben, j'ai fait mes études en Alsace, donc l'école de Niederergheim, elle a de la chance d'avoir des cigognes sur le toit de sa maison. Donc les cigognes adultes sont fidèles au nid, pas aux partenaires, mais au nid. Elles ne sont pas fidèles aux partenaires. Donc ils reviennent chaque année. Elles peuvent passer l'hiver au Maroc, au Mali, au Niger, beaucoup maintenant en Espagne, mais elles vont revenir sur le nid. Et la première qui revient sur le nid va attirer le partenaire. Si c'est celui de l'année dernière, tant mieux. Si c'est un autre, tant mieux. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ils mémorisent leur nid qu'ils ont construit, comme les hirondelles, les adultes reviennent exactement au même endroit. Alors, une autre question. Comment pouvez-vous connaître toutes les espèces de plantes qui existent? Liana se demande ça. Est-ce que vous les connaissez toutes? Peut-être pas tout à fait, quand même. Peut-être pas tout à Il y en a fait. beaucoup, Soyons beaucoup, honnêtes. beaucoup. Jamais toutes. Jamais toutes. Mais parce que ça vous intéresse, parce que vous... Oui, puis quand on commence à s'intéresser à une plante, on se dit, tiens, elle est légèrement différente de celle-là. Bah oui, elle appartient à telle famille. Ouais. Et donc, du coup, on va commencer à dire, ah oui, mais ça, c'est la famille des plantes qui ont 5 pétales. Et puis après, il y a celles qui ont 3 pétales. Et comme ça, on commence à rentrer dans vraiment l'intimité de Point tous de ces curiosité végétaux. de départ. Quoi. Faut être Puis curieux. après, La diversité, ça, ouais. ça c'est magique. La nature, c'est la diversité. Tout à l'heure, il y avait une question, pourquoi la nature est belle? Parce qu'elle est diversifiée. Bah oui. Sinon, elle serait moche. Donc, et ça, c'est valable pour tout. La diversité, c'est vraiment une richesse. Superbe. Alors, vous avez une invitation, messieurs. Venez nous voir en Dordogne, la nature y est très belle. Ah, ça, c'est- Ah bah oui. C'est oui. super beau. Ouais. Une jolie question de Nour. Quel comportement adopter? Quelles sont les règles à suivre pour explorer la nature? Déjà peut-être de l'explorer. Oui. Ouais. D'être, Pour moi, il n'y a pas de règle. Il n'y a ouais. pas de règle, il y a juste à faire attention, et ça, Ouais. c'est pas une règle. À être bienveillant, et ça, c'est pas une règle. À être Ouais. curieux, à envie de partager, et ça, c'est pas une règle non plus. C'est À être juste- curieux et attentif, quoi. Ah oui. Silencieux, Mm. pas partir non plus. Enfin, des fois partir tout seul. C'est vraiment quand on est tout seul qu'on a vraiment ce lien à la nature quand on est toujours accompagné, c'est moins bien. Donc, alors bien sûr, hein, aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller tout seul dans la nature? C'est compliqué, mais malgré tout, même si c'est au fond du jardin, même voilà, passer du temps. Moi, j'avais une cabane où j'ai passé beaucoup de temps dans la nature là, et qu'est-ce que j'étais bien, quoi. Ça, c'est Vraiment. clair, c'est clair. Mieta qui nous demande, on est sur Garonne, mais je vois pas trop bien. Y a-t-il beaucoup de personnes comme vous qui protègent la nature? Bah, on en a, notamment nous sur le parc marin, on a un tissu associatif, on a des associations voilà, qui protègent la nature. Je pense à Méditerranée 2000 par exemple. Et les enfants de Théoul? Et les enfants de Théoul, on a l'aire marine éducative, on a Magnifique. Nature Dive. Bah, super. Voilà, il y a plein d'associations, Ouais, partout. plein de bénévoles, Ouais. plein d'entités aussi professionnelles qui protègent la nature. J'ai envie de dire, Voilà. tous ceux qui s'intéressent à la nature Exactement. et qui seront curieux et qui s'émerveilleront de nature sont des protecteurs de nature, en fait, bien sûr. Le Conservatoire du littoral, c'est vraiment un protecteur de la nature. On achète pour pas que ça soit abîmé. Bien sûr. Une jolie question. Y a-t-il des animaux que vous n'aimez pas? Oh, ça vous laisse silencieux. non. Je m'attendais à une réponse. Non, parce qu'on peut. Ouais. Tous les animaux
je vais dire là, c'est vrai que la méduse, une piqûre de méduse, ça fait mal. Bah oui. Oui. Donc, mais elle a son rôle. Elle a son rôle dans l'écosystème. Oui. Voilà, parce qu'il n'y aurait pas de méduse. Oui. Il y aurait un Quand on la déséquilibre. voit passer, elle est belle. Hein. Et elle est belle, elle est majestueuse. Mais Mais ça attention, pique, hein. ça pique. Ça pique. Bon, bah justement, tu me fais la transition. Alors, la classe de Madame Bossard, tenez-vous prêts. Je vous propose de partir en Méditerranée. On va partir en Méditerranée, donc à Théoul-sur-Mer. Je vous ai expliqué, donc on est à côté de Cannes, Cannes-Mandelieu. 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 Je dois dire que l'école de Théoul-sur-Mer, vous avez quand même de la chance. 1, c'est joli. 2, vous êtes au bord de la mer. 3, vous avez Pascal. Vous avez cette aire marine protégée. Donc, je vous propose de regarder un petit film. Vous allez voir Pascal sous l'eau, quand même, parce que maintenant qu'on l'a dit, il faudrait quand même qu'on te voit sous l'eau. Et puis, on va voir tout ce qu'il fait sous l'eau pour protéger aussi cette nature-là. Donc, je vous propose de regarder cette vidéo. Je m'appelle Damien Éloire, je suis directeur adjoint de Nature Dive, de l'association Nature Dive, et je suis référent scientifique pour les aires marines éducatives. Alors Nature Dive, c'est une association de plongeurs professionnels biologistes et également de scientifiques qui en fait œuvrent pour la protection et la préservation de la biodiversité, surtout en Méditerranée. Alors, historiquement, les projets d'aires marines éducatives sont nés en fait dans les îles polynésiennes, qui ont été créés par des enfants. Donc ce projet-là, en fait, ce sont des élèves qui l'ont créé puisqu'ils ont rencontré des scientifiques qui étaient en train de faire des études au large de leur école, au large de leur île. Et en rencontrant ces scientifiques, ils se sont dit, nous aussi, on veut protéger, on veut essayer de comprendre ce qu'il y a devant notre école, tout simplement. Et à travers là, cette idée en fait a essaimé des graines, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des aires marines éducatives un petit peu partout en France, mais aussi pas qu'en métropole, hein, ailleurs, et maintenant dans d'autres pays. Alors l'objectif des aires marines éducatives en fait, c'est déjà de reconnecter les enfants avec leur territoire et avec la nature. Donc ils vont aussi rencontrer les gens qui vivent de cette mer. Et ça va être ce mélange de tout ça qui va leur permettre ensuite de se faire leur propre idée de ce qu'est la nature, de quelle est en fait cette nature qu'il faut que je protège, et ensuite comment moi, à mon échelle, je peux y faire quelque chose. Et donc là, ça va faire partie de la transmission. Je m'appelle Séverine Bossard et je suis la directrice de l'école de Théoul-sur-Mer. Alors, notre école est engagée dans le projet d'aire marine éducative de la petite section CM2. Alors, dans ce projet, nous avons des activités en classe et des activités sur le terrain. Les enfants, en fait, apprennent à découvrir le milieu marin et par des actions concrètes. Par exemple, nous avons du ramassage de déchets. Nous avons l'inventaire des espèces. Ils s'interrogent en fait sur la préservation du milieu marin et de leur environnement proche. Moi, je pense que c'est un projet qui nous apporte déjà du bien-être parce qu'on se sent acteur de notre environnement. Et les enfants aussi se sentent acteurs. Eh bien bonjour, moi je m'appelle Pascal Bietta. Je suis garde littoral à Théoul-sur-Mer depuis 2018. Et je travaille donc sur l'aire marine protégée de Théoul. La mer Méditerranée, c'est une mer qui est fermée, qui est très petite. Et l'aire marine protégée à Théoul, c'est rikiki par rapport à d'autres grandes étendues. Et donc, comme il y a beaucoup de monde, beaucoup de fréquentation, avec nos petits moyens, donc les moyens de garderie, les moyens que la commune met à disposition, on va travailler justement pour préserver ces endroits. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à protéger? On a la Posidonie qui est importante à nos yeux parce que c'est le poumon de la Méditerranée, c'est un herbier, c'est une plante qui va pousser dans les fonds marins de Théoul. Et ça, on la protège dans différentes actions. On n'a pas que la Posidonie, on a aussi de la roche coralligène, on a des écosystèmes, on a des poissons, on a des zones avec des gorgones, on a des récifs. On a plein de petites zones comme ça qui peuvent être dégradées, qui peuvent être perturbées.
Et on fait en sorte, nous, dans le cadre de notre travail, de protéger tous ces petits coins. Et on fait des actions très, très concrètes où on va plonger, on va répertorier des zones qui sont malheureusement souillées, on va dire, qui sont dégradées. On a des pneus, on trouve un peu de tout, quoi. Ça nous arrivait de retrouver des parasols, des transats, comme on a les plages aussi autour de Cannes et de Mandelieu. Donc on a des coups de mer, on a des coups de vent qui nous amènent aussi pas mal de déchets. On a des vieilles carcasses de bateaux, de vieilles chaînes, des ancres. Et tout ça, on organise ça et on monte ça à Théoul. Ces bouées de balisage, elles permettent déjà, un peu comme les panneaux sur la route, pour le code de la route, ça va permettre de délimiter les zones de bain et interdire des zones de navigation et des zones de mouillage. Et là, par exemple, on voit un pictogramme, donc on a une hélice qui est barrée. Donc c'est des zones où tous les engins à moteur n'ont pas le droit d'évoluer. Et à l'époque, elles étaient installées sur des gros blocs béton. Donc on a retiré les blocs béton, ça venait aplatir et écraser les herbiers. Donc on a sorti tout ça, on a fait un gros travail pour sortir tous ces blocs béton, et on a installé donc des ancres à vis. C'est comme un tire-bouchon qu'on va visser dans les fonds marins avec un petit anneau. Et de là, on va mettre une petite ligne, donc un petit cordage, avec une petite bouée immergée, une bouée qui est dans l'eau, qui va remonter en fait la petite chaîne, et elle est reliée en haut à la bouée. Et tout ça, donc on le fait depuis 2 ans. On gère entièrement les bouées. Et si on s'amusait au microscope à regarder, on a des petits copépodes, on a des petites crevettes, on a plein de faune. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que les poissons vont venir manger tout ça, et ça crée en fait un petit écosystème autour de tout ça. Voilà. Et malheureusement, ces bouées, il y a des bateaux qui s'amarrent dessus, ils n'ont pas compris que c'était que pour interdire des zones et faire respecter les transports. On a des bateaux qui viennent s'amarrer dessus et c'est pas fait pour résister au poids du bateau, et donc elles s'arrachent du fond. Donc on va venir les repositionner dans les endroits. Mon petit coin préféré, je vais pas te le dire parce que ça va rester secret, c'est mon petit spot à moi, quoi. Ceci dit, toute l'aire marine protégée, c'est mon coin. Il n'y a pas un endroit plus que l'autre. Après, c'est sûr qu'il y a des têtes de roche qui sont super sympas à plonger. Voilà, où on a des endroits qui sont peu connus des plongeurs. Donc on a une cathédrale jusqu'à 40-45 mètres de langoustes, où on a des niches à langoustes là. C'est exceptionnel, avec toute une forêt de gorgones. Ouais, ça c'est des petits coins qui sont super intéressants. Après, toute l'aire marine protégée, que ce soit du port de la Rague jusqu'ici à la pointe Notre-Dame, c'est mes coins, quoi. C'est mon coin. Hein. L'un de mes plus beaux souvenirs, c'est ma rencontre pour la première fois avec le mérou brun, donc cette espèce emblématique de Méditerranée, qui est aujourd'hui protégée par un moratoire. Et donc je m'en souviens encore aujourd'hui, hein, c'était pendant ma formation de plongée de niveau 2. Alors pourquoi est-ce que cette plongée a été remarquable pour moi? C'est parce qu'en fait, je m'attendais à voir un mérou, cette espèce qu'on disait en voie de disparition, qui était en train de disparaître à l'époque, où on essayait de mettre en place du coup de la protection pour essayer de sauvegarder cette espèce-là. Je m'attendais à en voir qu'un seul. Et en fait, quand on s'est installé, on s'est posé sur le fond, on a attendu quelques minutes, un premier est arrivé, puis un deuxième, un troisième, et donc quand j'ai fait le tour autour de moi, j'en avais 9 autour de moi de ces mérous. Et je trouvais ça assez incroyable, parce que je me disais, mais j'ai la chance d'en voir 9, alors que cette espèce est en voie de disparition. Et donc c'était un cadeau pour moi, hein, vraiment un cadeau de la nature, et voilà, je m'en souviens encore. C'est pas ta fille? Super, donc voilà, vous avez vu Pascal à l'œuvre en train de plonger. Alors, et on a une avalanche de questions pour toi, Pascal, mais je voudrais quand même juste lire Nolan c'est Valrivas, je crois, ou je ne sais pas trop comment on le prononce, qui dit « Mon coin préféré de nature, je le garde secret car je veux qu'il reste juste pour moi ». Tu vois, exactement comme toi, Pascal. Super. Alors, on avait une question qui demandait combien de temps tu arrives à rester sous l'eau? Ça va dépendre de la mission, du chantier, du suivi,
Ça va dépendre aussi de la température. Parce qu'on ne plonge pas que l'été, hein. On plonge toute l'année. Ah oui, alors je voudrais faire une petite parenthèse. Lorsque je suis allée filmer et interroger Pascal, eh ben, il n'a pas voulu, il m'a fait monter dans un tout petit Zodiac alors que la mer n'était pas très bonne. Je pense qu'il voulait savoir si j'allais être malade ou pas. Et après, je lui ai dit, ben, pourquoi tu plonges pas? Il m'a dit, non, l'eau est trop froide. Non, il n'y a pas que ça. Ah J'avais oui. pas d'un point de vue sécuritaire, j'avais pas mon binôme aussi. Il n'y avait pas Franco, donc Bon, je ne pouvais pas d'accord. plonger. Mais voilà, ça varie entre, ça peut être des plongées de 10 minutes pour aller inspecter quelque chose de rapide, ou sur des suivis, quand on fait les suivis des populations d'oursins, jusqu'à presque 2 heures sous l'eau. 2 heures, 2 heures et demie, ça peut arriver, voilà. Ah, d'accord. Dans de petites profondeurs. D'accord. Voilà. En fonction de la profondeur, on va limiter notre plongée, pour éviter d'être saturé et de faire des paliers, voilà, pour être en sécurité. On te demande, est-ce que tu as déjà vu un requin? Alors, j'ai jamais vu de requin blanc, parce que c'est souvent la question, on me dit, mais il y a le requin des dents de la mer à Théoul-sur-Mer, je n'en ai jamais vu. Après, comme toute espèce, j'imagine que la Méditerranée, il y a des requins. On a des petits requins bleus, des petits peaux bleues qui peuvent venir, des fois on les aperçoit. Et après, il y a la famille des requins, les petites roussettes, qui sont totalement inoffensifs. Voilà, mais j'ai jamais vu de requin. Super, ok. Pour vous tous, combien de temps passez-vous chaque jour à observer les espèces? Alors toi, je sais que tu as juste les jumelles rivées dans l'œil. D'ailleurs, je suis étonnée que tu ne sois pas fait greffer des jumelles. Combien de temps vous passez par jour? Je compte pas. C'est des choses qu'on ne compte pas. Je sais pas. En dehors de mon temps de travail plus le temps à la maison, non, j'ai jamais compté. Bon. Peut-être un jour, mais je pense pas. Je compte les oiseaux, mais je vais pas compter mon temps. Beaucoup de temps. Je les connais beaucoup de temps. Et toi, Alain, combien de temps tu passes? Alors, c'est les espèces et le paysage. Oui. En fait, et comme je mets quand même du temps à dessiner, du coup, ça me fait beaucoup de temps à passer dans la nature et ça, j'aime bien. Je me mets toujours quand même dans un coin où je suis bien assis, un peu à l'ombre et tout ça, la paire de jumelles à côté. Et là, ça me permet de voir la nature, mais en même temps, toujours, tac, tac, tac. Oui, je ne sais pas si vous le voyez, mais Alain n'arrête pas de dessiner depuis tout à l'heure. Vous voyez, j'ai dessiné, là on voit Pascal avec tous ses poissons, puis quand même son poulpe qui est là, puis Philippe avec tous ses oiseaux, là, donc ils sont là, sans oublier voilà, tout ce qui nous entoure, ce que vous ne voyez pas, c'est la caméra, les trucs. Voilà. Super. Une petite question de Val Privat. Pourquoi les déchets abîment tant la nature? C'est une bonne question. Eh oui. Voilà. Après, pourquoi ça abîme? Eh bien, quand on a des coups de mer, on a des déchets qui flottent et qui impactent le littoral. Donc, et pas forcément des gros déchets, c'est le plastique. Et là, c'est une grosse problématique, le plastique, le microplastique, parce que ça va se fragmenter, ça va pas se dégrader comme ça du jour au lendemain. Ça se piège aussi dans la broussaille qui est sur la partie un peu plus à terre. Alors, des fois, on a d'autres coups de mer, on a les vents qui changent, ça repart en mer. Et à Théoul, entre Théoul et Cannes, on a un grand canyon. Il y a un fond qui doit être à plus de 800 mètres. Et on a eu des images, moi j'ai eu un retour d'images par Frédéric du CPIE. Et dans ce grand canyon, on a des bouteilles plastiques qu'on retrouve et qui malheureusement ne remontent plus à la surface. Elles sont piégées par la pression de l'eau. Voilà. Et oui, ça a un impact malheureusement. Donc on travaille. Et la commune de Théoul adopte des communes zéro plastique. On a des démarches comme ça. Ouais. Puis on t'a vu remonter des pneus. Voilà, c'est des choses qui datent aussi en son temps. Je sais qu'à l'école de Théoul, les enfants, quand on les reçoit sur l'AME et tout, on a banni les bouteilles plastiques. On a la petite gourde à l'ancienne où on met la grenadine. Oui. Voilà, on reprend des habitudes comme ça. Ouais. Alors, on a une avalanche de questions. Je vais un petit peu les garder. Je voudrais juste qu'on avance un tout petit peu, mais une avalanche, on n'arrivera jamais à tout traiter. Vous êtes magnifiques, mais voilà. On avance un tout petit peu. Je voudrais, Philippe, quand on s'est parlé la première fois, il n'y a pas très longtemps, au téléphone pour préparer l'émission, c'est toi qui as parlé de l'importance de l'émerveillement. Et je voudrais bien que tu nous racontes ce que tu fais, avec d'ailleurs des photos qui vont être projetées, qu'on va commencer à regarder, ce que tu proposes aux enfants pour qu'ils s'interrogent sur cet émerveillement. Tu voudrais qu'ils s'émerveillent sur quoi dans la nature? Alors, quand on reçoit des groupes scolaires sur le parc du Marcanterre, c'est pas nous qui faisons la visite, c'est les oiseaux, c'est les plantes, c'est la nature.
on leur fait déjà découvrir le paysage, une lecture de paysage, qu'est-ce qu'ils voient. Et souvent, on est très content parce que quand ils arrivent au point de vue du parc du Marcanterre, ils disent tout de suite c'est beau. Et là, là, ça fait du bien. Et c'est souvent les enfants qui disent ça, plus que les adultes. Et après, eh bien là, il y a des photos de comportements d'oiseaux, comme ce faucon pèlerin qui est en train de tuer une foulque. C'est les comportements des espèces. Quand un oiseau va dormir, on va parler du sommeil. Là, on voit Voilà, des petites hirondelles qui sortent du nid et qui regardent, qui attendent leurs parents, qui surveillent le ciel quand le parent va arriver. Puis il y a des moments un peu d'exception, là, comme une des guides nature du parc du Marcanterre, Léa Coffetier, qui est en train de baguer des poussins de cigogne, et puis les faire participer. La nature, c'est actif. On regarde dans une longue vue, on regarde aux jumelles, on observe, on écoute. Finalement, moi, je fais rien. C'est eux qui découvrent, et puis des rencontres. Pascal parlait des AME, là, on est avec Corinne Vasseur, et puis le maire d'une école de Fort-Mahon, dans un conseil municipal, puis ça c'est une photo que j'adore, c'est Abigail, c'est une enfant, une élève de l'école de Fort-Mahon, de l'AME de Fort-Mahon, qui discute avec des journalistes. Et les journalistes lui demandent, mais comment vous avez fait pour voir autant d'oiseaux? Parce que sur le tableau, les enfants avaient écrit toutes les espèces de plantes, d'animaux, d'oiseaux qu'ils avaient vus. Et Abigail a dit, mais c'est facile, on était plusieurs, on était toute une école. Donc, et elle a dit texto une phrase qu'elle connaissait pas, qu'elle avait entendue. Quand on est tout seul, on va lentement, mais quand on est plusieurs, on va plus loin. Et ça, c'était génial. Et Abigail, elle a éclairé non seulement mes journées de travail, mais plus que ça. Ouais. Ah oui, forcément. Les journalistes, ils devaient être contents ce jour-là. Ah oui, oui. Heureusement, ils ont apprécié. Super. Alors, on va continuer à répondre un petit peu aux questions. Là, il me reste 5 minutes. J'ai encore un montage vidéo à vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Attends, on va faire un truc. Des exemples de choses qui vous ont émerveillé ou que vous trouvez merveilleuses dans la nature. Alors, moi, je vais vous émerveiller. Fais-nous un bruit d'oiseau. Qui tu nous fais? Je ne suis pas très doué. Il y a des gens en baie de Somme qui sont beaucoup plus doués comme moi. C'est des chanteurs d'oiseaux avec Jean Boucaud. Et je vais essayer de vous faire le chevalier Gambette, là. Qui appelle en migration, hein, quand on l'entend passer le soir. Ou les courlis, c'est pareil. C'est vraiment un son lancinant. C'est des ambiances de littoral, alors qui nous font rêver, parce que derrière ces chants, on se dit, ils arrivent de Mauritanie, ils arrivent du Niger, ils vont monter jusqu'en Norvège, jusqu'en Estonie, en Lituanie, et on voyage avec. Ouais, c'est magnifique. Bon, j'adore. Allez, combien d'heures par jour tu plonges? Alors, ce n'est pas tous les jours, mais l'année dernière, on a totalisé 80 plongées, à peu près sur l'année. Ouais. Voilà. Est-ce que vous aimez le land art? Ah oui, c'est bien le land art, parce qu'on fait des œuvres dans la nature, souvent avec des choses qu'on a ramassées, et puis toutes ces œuvres, en fait, elles vont disparaître tranquillement, toutes seules, et donc on ne laisse pas de traces. Et ça, c'est quand même vraiment une belle performance d'artiste. Pourquoi y a-t-il du corail dans l'eau? Pourquoi il n'y en aurait pas? Mais pourquoi vous posez autant de questions magnifiques? Des questions aussi compliquées? Parce que c'est la vie, il y a du corail, comme il y a des gorgones, comme il y a de la posidonie, comme il y a des fonds sableux, des petits fonds rocheux. Super. Voilà. Quel est l'animal le plus dangereux que tu as rencontré dans l'eau? Aucun. Aucun. Je dirais le plus dangereux, ça va être l'homme. L'homme qui, malheureusement, d'un coup de palme, peut arracher une gorgone. C'est ça. Superbe. Oh, c'est joli ça. Quelle est votre couleur préférée dans la nature? Non, mais ils posent des questions merveilleuses, ces enfants. Ouais. Ah, là, hier, on était à Étretat, il y avait une eau, mais d'un bleu comme ça, et puis comme c'était la marée montante, la mer était en train de gratter la falaise. Et d'un seul coup, il y avait comme du lait qui partait dans ce bleu, et ça faisait des espèces de dessins. Oh, c'était beau. Vraiment magnifique. Et toi, c'est ta couleur préférée? Toutes les couleurs mélangées, je dirais, l'ensemble des couleurs, l'harmonie des couleurs, la diversité des couleurs. Pas une
plus que d'autres. Un lever de soleil à Toul-sur-Mer, sur les roches de rhyolite, il y a un panel de couleurs. Ah, mais le lever de soleil en Bretagne, Mais- sur les rochers, là, sur le granit rose, c'est pas mal non Je vous mets plus. d'accord, un lever de soleil en baie de Somme. Et là, C'est parfait. top. Philippe, est-ce que tu peux imiter le merle? Oh là là. Oh, là, vous- C'est un virtuose, le merle. Alors là, C'est un virtuose, tu n'y je arriveras suis pas. un musicien de quartier à côté. Donc le merle, non, il ne va pas y arriver. Et puis, il ne veut pas trahir le merle, surtout. Quel est l'animal que vous voyez le plus rarement? Le requin? Ouais. Les petits passereaux dans les champs. Il y en a de moins en moins. Quand j'étais gamin, le bruant jaune, la linotte, des mots qu'on n'entend plus. Même au niveau des personnes, quand on parle d'une linotte avec la tête de linotte, on la voit plus. C'est vraiment un appauvrissement des milieux. On disait tout à l'heure, la nature est diversité, et nous, on appauvrit. Et on demande tous d'être riches, et on appauvrit. Et là, je ne comprends plus. J'ai du mal à comprendre dans ces cas-là, quand on appauvrit. Ah là C'est là. la mésange moustache. Alors bien sûr, un moustache, mais, J'étais vacante, oui. mais c'est vrai qu'elle est magnifique et ça fait un paquet de temps que je ne l'ai pas vue. Ouais, c'est Qu'est-ce clair, qu'elle est belle. c'est clair. Alors, il y a tellement de questions. On va grignoter un petit peu de temps, tant pis. J'ai fait un petit jeu avec les gardes du littoral que j'ai rencontrés en Bretagne. Je leur ai demandé, en un mot et un seul, et je vous demande de participer aussi, quel mot vous utiliseriez pour dire ce qu'est la nature pour vous? Qu'est-ce que la nature pour vous? En un mot, pas une phrase, un mot. On regarde la vidéo et on reprend après. Sauvage, vivant, formidable, curieuse, incomprise et partage. Protection, beauté, biodiversité. Bien-être, important. On doit être admiratif devant la nature, je pense. Le bruit des feuilles, le bruit d'une branche qui craque. Sauvage, de la flore, des animaux, des bruits, une perception globale, quoi. Bien-être. Oh là là, on a plein de mots qui arrivent. Merveille, beauté, la vie, protection, majestueuse, incroyable. Et vous, messieurs, en un mot, trichez pas, hein, vous êtes bavards. En un mot, celui qui vous vient en tête. Richesse. Moi et pas moi. Il y a 3 mots. Hein, mais... Tu triches. Un peu. Moi Parce et pas moi. Oui, parce que la nature, à la fois, c'est moi, parce que je suis la nature, je suis un mammifère parmi d'autres, et à la fois, la nature, c'est pas moi, parce que c'est tout ce qui nous entoure et ce qui est ailleurs. Magnifique. Et toi, Philippe? Je dirais rencontre. Superbe. Majestueuse, incroyable, c'est ce qui revient le plus, la beauté. Écoutez, il y a tellement de questions. Est-ce que tous les animaux méritent d'être protégés, nous demande Juliette. Ben oui. Bah oui. Parce qu'ils forment un ensemble, et si on en enlève un, ben, ça se casse la figure. Super, Alain. Comment protéger la nature sans que ça complique notre vie? Et ça ne va pas la compliquer, ça va la rendre plus belle. Est-ce que tout le monde devrait penser et faire comme vous? Oh, c'est joli. Il y a plein de façons. Il y a multiples façons. Voilà, Il n'y a de pas de protéger la copier-coller nature. dans la nature. Il Mais ne faut non. pas faire de copier-coller. Il faut faire comme vous. Mmh. Mais en général. Et pas comme nous, mais comme vous. Alors, pour terminer cette émission, je vais vous demander, qu'aimeriez-vous que tous ces enfants qui ont posé tellement de questions, et déjà, pardon de ne pas avoir pu répondre à tout, le temps passe trop vite, qu'aimeriez-vous leur faire passer comme dernier message à tous ces enfants qui vous ont écouté? Ben, c'est vrai que les questions qui sont posées, elles sont tellement belles. C'est tellement touchant qu'on se dit, il ne faudrait pas le perdre. Parce que bien souvent, quand on est voilà, un adulte, on va commencer à travailler et on perd ce lien à la nature. Donc, gardez cet amour de la nature. Peut-être faites-en votre métier. La nature a besoin que des gens s'en occupent. Et là, il y a tout un tas de métiers, des paysagistes, des gardes du littoral, des scientifiques. Et là, on a besoin de beaucoup de gens qui soient très motivés. Pascal, ton dernier message? Qu'ils soient curieux, ces enfants. Curieux, émerveillés, qu'ils apprennent aussi, qu'ils écoutent leur maîtresse, voilà, qu'ils ramènent des bonnes notes, parce qu'il y a un socle à cette nature. Et sans ces connaissances, sans l'apprentissage, ben on va avoir du mal à s'émerveiller.
Et pour s'émerveiller, ben voilà, on est dans ce cursus scolaire et puis il faut s'ouvrir sur la nature, s'ouvrir aux autres. Voilà, c'est tout un panel. Et toi, Philippe? Je dirais un peu comme Pascal, déjà merci à tous les Et professeurs, à tous les instituteurs, tous ceux qui font passer cette notion de nature dans leurs cours et dans toutes les matières. Ils font un travail extraordinaire. On a une école qui fonctionne et qui est géniale dans tous les domaines. Et puis, pour les enfants, qu'ils soient curieux, qu'ils fassent attention, qu'ils aillent dehors, qu'ils regardent. Alors qu'ils aient d'autres passions, qu'ils aient passion du foot, du rap, de tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils fassent attention au vivant, qu'ils regardent le vivant, parce que c'est regarder l'autre, c'est faire attention à l'autre, à toutes ces images là que je vois. Je suis à chaque fois émerveillé de toutes les images d'oiseaux, de plantes, d'insectes. Ça, c'est génial. Écoutez, il est temps de finir cette émission. Merci 1000 fois pour toutes vos questions. Merci d'abord d'avoir été présent. Merci d'avoir demandé en si grande quantité toutes ces affiches de débat aussi. Je tiens à vous remercier particulièrement tous les trois d'avoir été là, d'avoir répondu avec tout votre cœur à tout ce qui s'est passé. On a plein de merci, on a plein de splendides. Enfin bon, bref. Merci à toute l'équipe technique qui a fait que cette émission pouvait durer, pouvait être là, pouvait exister. Pourtant, il y en a eu des petits problèmes ce matin, autant vous dire. Merci à l'équipe, toute l'équipe du Conservatoire du Littoral. Merci à tous les gardes du littoral qui nous ont reçus, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur passion. Merci énormément à la Fondation Procter & Gamble, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire. Moi, je vous dirais juste, écoutez ce qu'ils vous ont dit, soyez curieux, sortez, allez voir, observez. Et à bientôt l'année prochaine pour une nouvelle émission.